Alors que la ville est encore grise et humide après la nuit, dans une ruelle étroite près du mur de l'église, quelqu'un gratte lentement une bande de parchemin sur le tableau d'affichage. Il ne la déchire pas, mais la retire délicatement pour ne pas laisser de traces de colle. À côté, sur la pierre, se trouvent un petit couteau, un chiffon humide et une poignée de sable qui sert à saupoudrer la résine fraîche. La feuille ne contenait ni sermon ni ordre royal. Elle portait le nom d'un adulte. Maintenant, ce nom a disparu. Le voisin qui passe avec son panier vide ne regarde ni ses mains ni le couteau. Il regarde de côté, comme s'il voyait le malheur d'autrui du coin de l'œil et craignait qu'un regard direct ne le rende complice. Le plus désagréable dans cette scène, ce n'est ni la colle ni le couteau. Le plus désagréable, c'est le silence qui entoure l'action. Comme si ce n'était pas du papier qui était effacé, mais le droit d'exister. On peut maintenant prendre du recul et regarder cela sans romantisme. Je suis heureux de vous accueillir ici. Écrivez dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous venez. C'est toujours intéressant de voir notre géographie commune. Et je vous souhaite une lecture paisible, mais pas facile. Dans l'imaginaire collectif, la famille médiévale est une forteresse. Une mémoire de fer, un sang commun, une entraide éternelle, l'honneur familial comme une armure, la famille garde les siens et ne les lâche pas. La deuxième image, tout aussi commode, est féerique et sombre, comme si la famille pouvait d'un seul geste maudire et bannir, comme dans une légende, et que la personne devenait immédiatement une ombre sans domicile. Les documents réfutent ces deux versions. La famille dans l'Europe du Moyen Âge tardif pouvait effectivement être un réseau de protection, mais elle était aussi un mécanisme de contrôle, et l'expulsion de la famille, l'interdiction du nom, la privation d'héritage et l'effacement symbolique de la mémoire ne sont pas un rituel théâtral tiré d'un conte. Il s'agit d'un ensemble de procédures, d'enregistrements, de statuts et de pratiques qui rendaient un adulte socialement mort alors qu'il était encore en vie, car dans le monde du statut et du crédit, le plus important n'est pas où vous vous situez, mais qui vous reconnaît. Le premier revirement froid du mythe contre le papier commence par une chose simple, qui est capable de rayer. Dans le mythe, seul le père ou l'aîné de la famille décide, comme un monarque en miniature. Dans la réalité, plusieurs niveaux décident simultanément, et c'est précisément leur alliance qui rend la punition sévère. La famille peut prononcer la renonciation, fermer ses portes, cesser son soutien et signaler la rupture. Mais pour que cela devienne une réalité pour le marché, pour les tribunaux, pour les mariages, pour les crédits et pour la vie ecclésiastique, il faut une ville et une paroisse. Les statuts municipaux, les règles corporatives, les accords de paix, les registres des tribunaux et les actes notariés transforment la décision familiale en fait sociale. L'Église, quant à elle, gère la mémoire par le biais des commémorations, des listes de bienfaiteurs, de l'admissibilité à participer au rite, de la pratique de la repentance publique et des marques de réputation qui, dans une petite ville, ont plus d'importance que n'importe quelle rumeur. Lorsque ces niveaux coïncident, il n'est pas nécessaire de battre ou d'enfermer un adulte pour détruire son rôle. Il suffit de faire en sorte que son nom cesse de fonctionner. L'ordre médiéval repose sur des liens. Le nom, le sceau, la caution, le voisinage, l'appartenance à une confrérie, le droit à l'héritage, le droit à un métier, le droit au logement, le droit d'être témoin, le droit de comparaître devant un tribunal. La privation de chacun de ces éléments pris séparément est désagréable. La privation de plusieurs d'entre eux à la fois équivaut à ce que l'on pourrait appeler le meurtre symbolique d'une personne vivante. Et ce n'est pas une métaphore pour la beauté. C'est une description précise de la technologie. La personne conserve ses jambes et ses bras, mais perd l'accès à une vie normale, car la normalité, c'est la reconnaissance. L'instrument le plus fréquent et le plus documentaire ici est la propriété et l'héritage.
À la fin du Moyen Âge, l'héritage n'est pas seulement une question d'argent. C'est la continuation de la famille au sens juridique. C'est pourquoi les actes de renonciation, les accords de partage, les testaments, les donations et les décisions judiciaires de déchéance de droit sont si importants. Ils déterminent qui reste à l'intérieur en tant qu'héritier et qui devient étranger. Sur le papier, cela semble aride, qui reçoit quelle part, qui renonce, qui est déclaré indigne, qui est interdit de prétendre, qui est privé de ses droits en raison d'un acte, d'une dette, d'un conflit, d'une désobéissance, d'une violation religieuse ou d'une relation dangereuse. Mais derrière ce langage sec se cache une logique désespérée. Si un adulte est privé de son héritage, son autonomie future s'effondre. Il devient dépendant de la bienveillance d'autrui, de revenus aléatoires, de nouveaux protecteurs, et donc contrôlable. La famille et le pouvoir aiment le contrôle. Le deuxième revirement du mythe contre le document concerne le fait que l'expulsion de la famille est souvent présentée comme un accès de colère. On se dispute, on expulse. Les documents montrent qu'il s'agit le plus souvent d'un long processus où les émotions sont subordonnées à l'intérêt et au risque. Si l'expulsion est trop brutale, elle crée un ennemi. Si elle est effectuée avec soin et dans le respect de la loi, elle crée un personne. C'est pourquoi, dans la pratique, il existe tant de solutions intermédiaires, restriction de l'accès aux biens communs, interdiction de vivre dans la maison familiale, privation du droit de gérer l'atelier, interdiction d'être garant, interdiction de parler au nom de la famille, transfert de parts à d'autres personnes par le biais de formules de donation et de prise en charge afin de couper la personne de toute revendication future. Il ne s'agit pas toujours de cruauté, il s'agit d'une prévention bureaucratique, faire en sorte que la personne ne puisse pas revenir par la force du droit. C'est là qu'apparaît une chose terrible, l'interdiction du nom comme technique sociale. Nous avons l'habitude de considérer l'interdiction du nom comme une magie ou une malédiction. Dans la réalité médiévale, le nom est la clé du réseau. Si le nom cesse d'être prononcé aux bons endroits, la personne disparaît des nœuds de la mémoire. Dans la paroisse, le nom vit dans les commémorations et les livres, au tribunal municipal, dans les listes d'amendes et de droits, dans l'atelier, dans les registres des maîtres et des apprentis, dans les actes notariés, dans les transactions qui le reconnaissent comme capable et sien. Quand on commence à contourner un nom, à le remplacer par des descriptions, à le rayer des copies, à l'éviter dans les lectures publiques, ce n'est pas du mysticisme. C'est une peur concertée. Prononcer un nom, c'est reconnaître un lien. Et reconnaître un lien, c'est risquer son propre statut. Le troisième tournant, le mythe contre le papier, doit briser une autre légende commode, celle selon laquelle une famille solide a toujours soutenu les siens et défendu même les coupables parce que le sang est plus important. Les documents montrent que le sang n'a d'importance que tant qu'il ne menace pas le capital de la famille, la terre, le métier, le crédit, les mariages et la paix avec les voisins. Dès qu'il y a un risque de confiscation, de poursuite judiciaire, de rupture des négociations matrimoniales, de créance, la famille commence à penser, non pas en termes d'émotion, mais en termes de préservation de sa structure. Et alors, un adulte peut être considéré comme superflu, non pas parce qu'il est détesté en tant que personne, mais parce que son existence empêche les autres de survivre. Cela est particulièrement visible dans les sociétés urbaines, où la réputation est une monnaie d'échange. Il suffit que le nom devienne « sale », c'est-à-dire dangereux pour les transactions, pour que la famille commence à résoudre le problème sanitaire, isoler la source du risque. La ville joue ici un double rôle. D'une part, les autorités municipales aiment les familles stables et les ateliers stables, ils paient des impôts, participent à la milice, maintiennent le marché. D'autre part, les statuts municipaux fixent souvent des pratiques d'exclusion.
qui a le droit de faire du commerce, qui a le droit de posséder une boutique, qui a le droit de faire partie de la garde de nuit, qui peut participer à la gestion de la communauté. Lorsqu'un adulte est privé de la protection de sa famille, il perd souvent automatiquement ses droits, car ceux-ci sont liés à la caution et à la réputation. Ce n'est pas un hasard si les sources mentionnent si souvent les termes « bonne réputation » et « dépravation ». Il s'agit d'instruments juridiques et pas seulement de morale. Si une personne est déclarée indigne, il est plus facile de l'écarter de la participation, et donc plus facile de la contrôler. C'est dans ce contexte que naissent les légendes qui justifient la société. Les prédicateurs et les moralistes aiment parler des mauvais fils, des mauvaises filles, des personnes qui se sont détournées du chemin de Dieu et qui ont donc été bannies. Les rumeurs urbaines aiment les intrigues simples, comme si l'on avait été banni pour un seul acte, comme si c'était une punition juste. Ces histoires sont avantageuses car elles transforment un conflit complexe entre propriété, dette et statut en un conte moral. Lorsqu'un conflit est moral, il est plus facile à accepter. Lorsqu'un conflit est économique, il semble sordide. Contrairement au sermon, le papier est toujours sale. Il sent l'encre, la dette et le calcul. Il est maintenant important d'approfondir et de ne pas répéter les introductions, mais d'ouvrir la couche suivante. Quelle forme a pris cette radiation? Dans certains endroits, l'acte notarié était essentiel. Renonciation à l'héritage, abandon des prétentions, transfert de parts, au profit de la paix et de la concorde. Dans d'autres, il s'agissait d'un enregistrement judiciaire de la privation de droits après un conflit ou un crime, où la punition frappe non seulement le corps, mais aussi la possibilité de faire partie du réseau. Dans d'autres encore, il s'agissait de mesures ecclésiastiques qui ne ressemblaient pas nécessairement à une excommunication retentissante, mais qui fonctionnaient comme un blocage en douceur, restriction de la participation aux confréries, cessation de la commémoration publique, interdiction des rôles dans la vie paroissiale, qui donnait à une personne un visage et une voix. Dans les villes où les corporations sont puissantes, les registres des métiers sont particulièrement importants. La perte du statut de maître artisan ou l'interdiction d'exercer son métier équivaut presque à une condamnation, car c'est le métier qui permet à l'individu de subsister. Et si la famille coupe simultanément l'accès à la maison et à l'héritage, et que la corporation ferme la porte à l'artisanat, la personne se retrouve dans une situation où elle peut être poussée n'importe où. C'est là qu'apparaît le nœud central du sujet. L'expulsion de la famille semblait souvent, pour un observateur extérieur, être un drame personnel, mais en réalité, c'était un instrument de répartition des risques. Dans la société du Moyen Âge tardif, le risque n'est pas craint comme une émotion, mais comme un mécanisme, le risque de confiscation, le risque d'un coup du destin, le risque de dissolution de l'atelier, le risque de révolte, le risque de vengeance, le risque qu'un seul adulte entraîne tout le monde dans sa chute. C'est pourquoi le meurtre symbolique d'une personne vivante est un moyen de dire à la communauté « Ce risque n'est plus le nôtre. Nous l'avons coupé. Nous sommes innocents. » Et la communauté, si cela lui convient, accepte, car elle aussi a besoin d'ordre. Il en découle un autre détail désagréable. L'expulsion est presque toujours publique, même si elle est effectuée en silence. Elle doit être vue, sinon elle ne fonctionne pas. Pas nécessairement sous forme d'humiliation. Des signes suffisent. La porte fermée de la maison familiale, le changement de serrure, l'absence de la personne à sa place habituelle, la fin des activités communes, l'absence du nom sur les listes, les regards prudents des voisins, la disparition soudaine des garants. Et un autre signe particulièrement effrayant, l'impossibilité de se construire un avenir normal. Dans un monde où le mariage, le crédit et le métier se construisent grâce au réseau de parents et de connaissances, la perte de sa famille est une perte de trajectoire. La personne peut vivre, mais elle vit sans soutien.
Pour éviter que cela ne se transforme en une obscurité totale sans issue, il faut voir comment les gens ont essayé de survivre dans un tel système et pourquoi parfois les rayés revenaient, sinon dans leur famille, du moins dans leur rôle social. À la fin du Moyen Âge, il existe de nombreux détours, les associations régionales, les confréries, les communautés religieuses, le service militaire, les relations commerciales, la protection d'une personne puissante, le travail dans une maison étrangère, tout cela pouvait devenir un nouveau réseau si l'ancien était rompu. Mais chaque nouveau réseau a un prix, la soumission, la dépendance, le risque d'être utilisé. Un adulte exclu est souvent contraint d'échanger sa liberté contre une protection. Vivre chez un protecteur, accomplir des tâches, se taire, accepter des conditions que les siens n'auraient pas proposées. C'est pourquoi l'exil est si efficace. Il ne rend pas seulement l'individu pauvre, il le rend négociable. Au niveau des documents, cela se voit dans les détails. Qui devient garant? Qui signe le contrat? Qui sert de témoin? Qui fournit un logement? Qui embauche? Lorsque la famille disparaît, tous ces rôles doivent être remplacés. S'il n'y a rien pour les remplacer, la vie se rétrécit. S'il est possible de les remplacer, le remplacement est rarement désintéressé. C'est pourquoi parfois, la restauration du nom devenait une procédure distincte, pas nécessairement officielle, mais socialement reconnaissable. Une personne pouvait retrouver une partie de sa réputation par le service, par la participation à une confrérie, par des dons, par la démonstration de sa rédemption, par l'union avec ceux dont le nom était plus fort que les rumeurs. La famille, quant à elle, pouvait autoriser le retour si les circonstances avaient changé. Le chef de famille était décédé, les dettes avaient été remboursées, un nouveau mariage avantageux avait été conclu, le risque de confiscation avait disparu, ou il était simplement devenu évident que l'exilé était trop dangereux en tant qu'ennemi. Et c'est là qu'apparaît un autre mythe contre le document, préparé à l'avance par toute la logique, le mythe selon lequel l'exil est définitif et sans alternative. Les documents et la pratique montrent que le système aime la réversibilité si celle-ci est avantageuse. Mais la réversibilité n'est jamais gratuite. Elle ne prend pas la forme d'un pardon, mais d'un accord. De nouveaux actes de partage, de nouvelles conditions, de nouvelles restrictions, de nouvelles garanties peuvent apparaître. Le retour du nom est le retour de la fonction, et la fonction ne revient que lorsque le réseau est convaincu que le risque est maîtrisable. Ajoutons maintenant la dimension de la mémoire ecclésiastique, car c'est elle qui confère à ce sujet une froideur particulière. L'Église médiévale ne contrôle pas seulement les vivants, mais aussi la manière dont on se souviendra d'eux. Être inscrit dans la commémoration, être mentionné dans les listes de bienfaiteurs, avoir le droit de participer normalement à la vie paroissiale, tout cela constitue une ressource sociale. Si un nom est évité dans la mémoire priante, cela ressemble à une sanction spirituelle, mais cela fonctionne comme une marque sociale. Toute relation avec cette personne est dangereuse. Cependant, le mécanisme ecclésiastique agit rarement seul. Il fonctionne en collaboration avec la ville et la famille. Une famille qui veut prouver qu'elle est pure a intérêt à ce que la mémoire ecclésiastique se détourne également de l'exilé. La ville, qui veut de l'ordre, a intérêt à ce que la marque soit harmonisée. L'Église, qui veut de la discipline et du calme, a intérêt à ce que les normes semblent inévitables. Et c'est ainsi qu'un simple conflit familial donne naissance à un système d'exclusion complet. À ce stade, il est facile de sombrer dans le sensationnalisme des pratiques extrêmes, malédiction, interdiction magique du nom, rites sinistres. De telles histoires ont effectivement circulé, et elles ont profité à tous ceux qui voulaient renforcer la peur. Il est avantageux pour le prédicateur de renforcer la leçon de morale. Il est dans l'intérêt de la famille de rendre la rupture plus définitive aux yeux des voisins.
Il est dans l'intérêt de la ville que les gens ne contestent pas la sanction. Mais la réalité documentaire est souvent plus effrayante que la légende. La plupart des cas ne nécessitent pas de mysticisme. La juridiction et la comptabilité suffisent. Une ligne vide dans un livre suffit. Il suffit que le nom cesse d'être une action. Le récit doit ensuite descendre d'un étage supplémentaire vers les statuts municipaux et les pratiques d'expulsion comme punition. La ville sait expulser. L'expulsion de la ville est un instrument qui semble doux par rapport à la violence physique, et c'est précisément pour cette raison qu'il est si apprécié par l'administration. Il nettoie l'espace tout en laissant le pouvoir décent. Mais si l'on ajoute à l'expulsion urbaine la rupture familiale, on obtient une exclusion presque totale. La personne ne perd pas seulement sa maison, elle perd aussi le droit de revenir par le biais de sa famille et de son métier. Et là encore, la question clé n'est pas la morale, mais l'économie. L'adulte expulsé perd l'accès au marché, au crédit, à un revenu stable. Il devient un risque mobile. Et le risque mobile est toujours pratique pour les autorités comme exemple. Regardez ce qui arrive à ceux qui quittent le pays. Dans les conflits de la fin du Moyen Âge autour de l'héritage et de l'honneur, les tribunaux municipaux ont souvent constaté ce que la culture populaire ignore, les petits mécanismes de pression. Certains refusent de témoigner, d'autres cessent de se porter garant, d'autres encore ferment leur boutique, par hasard, lorsque l'exilé passe devant. Certains ne louent pas de logement, d'autres signalent aux gardes que la personne n'a pas le droit d'être là. Personne n'a besoin de crier. Il suffit que les règles soient du côté de l'exclusion et la peur du côté du silence. Dans un tel environnement, un adulte peut disparaître de la vie normale sans qu'aucun événement dramatique ne se produise. Il cesse simplement d'être acceptable, et ici, la fin doit être humaine et non morale, car il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Les familles ont choisi l'exclusion lorsqu'elles ont estimé que sinon, tout leur patrimoine serait perdu, leur maison, leur boutique, leur terre, leur futur mariage, leur crédit. Les autorités municipales ont choisi de soutenir l'exclusion lorsqu'elles y ont vu un moyen de maintenir l'ordre et de réduire les conflits. Les structures ecclésiastiques ont choisi de soutenir les frontières car celles-ci permettent de contrôler et de protéger la communauté contre la désintégration, mais aussi parce que la discipline renforce leur pouvoir. Les notaires et les juges ont choisi le papier car celui-ci transforme un conflit complexe en une décision répétitive où l'on peut toujours dire que ce n'est pas la volonté de l'homme qui est en cause, mais la règle. Les voisins ont choisi le silence car le silence coûte moins cher que le risque. Et c'est peut-être là la vérité la plus sombre. Le système d'exclusion fonctionne mieux lorsqu'il est soutenu non pas par des fanatiques, mais par des gens ordinaires qui veulent simplement survivre et ne pas être les prochains. Mais les exclus avaient aussi des solutions, même si elles n'étaient pas toujours belles. Certains craquaient, non pas parce qu'ils étaient plus faibles, mais parce que le réseau est plus fort que l'individu. Sans famille, sans garant, sans accès à un métier et au crédit, l'homme devient une proie facile pour toute forme de dépendance. D'autres trouvèrent des échappatoires, ils partaient dans une autre ville où leur nom n'était pas encore sali, rejoignaient des confréries où leur nouvelle appartenance remplaçait l'ancienne, entraient au service de quelqu'un, car le service conférait un statut plus rapidement que la famille, trouvaient un protecteur et payaient leur loyauté par leur protection, se reconstruisaient une réputation après des années de prudence, jusqu'à ce que le souvenir du scandale s'estompe. Parfois, ils revenaient, non pas en vainqueurs, mais comme des personnes tolérées sous certaines conditions, avec un nouveau contrat, de nouvelles restrictions, un nouveau prix à payer pour leur nom. Et si l'on établit un parallèle précis avec les époques plus récentes, sans en faire une leçon, la reconnaissance sera presque physiquement désagréable. La société continue de savoir punir non seulement par des tribunaux et des amendes,
mais aussi par l'effacement de la mémoire, interdiction de participer, privation d'héritage, rupture des liens, destruction de la réputation, refus invisible d'une vie normale. Les formes changent, les registres et les certificats remplacent les sceaux, d'autres bases de données remplacent les registres paroissiaux, d'autres institutions remplacent les ateliers. Mais la logique reste la même. Lorsqu'il s'agit de discipliner des adultes sans recourir à une cruauté ouverte, le coup le plus efficace est celui porté au non. Car dans toute société, le non est synonyme d'accès. Et lorsque l'accès est bloqué, la personne est toujours en vie, mais c'est comme si elle n'existait plus.